tous et bienvenue dans notre capsule. On se retrouve aujourd'hui à la brasserie François, place Saint-Aubin, à Namur, dans un lieu exceptionnel chargé de 250 ans d'histoire. Notre capsule, quel concept? Un lieu inédit, 2 invités et une bombe pédagogique à débattre et à partager. Bonjour Simon, bonjour Ludovic. Bonjour Amélie, bonjour Simon. Bonjour Ludovic, bonjour Amélie. Je suis ravie de vous accueillir ici à la brasserie François dans ce lieu exceptionnel pour parler pédagogie. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des bouleversements, des changements suite à la crise. Nos enseignants, nos étudiants ont dû s'adapter, ont été contraints à des nouvelles modalités d'enseignement, notamment via de l'enseignement à distance, parfois à 100%, synchrone ou asynchrone. Et puis on a retrouvé une certaine forme de stabilité par un juste aller-retour entre des cours en présentiel et puis à distance. Les formations à distance, synchrone ou asynchrone, ne sont pas nées de la crise. Ce sont des types de formations qui existaient déjà par le passé, qui ont montré leur efficacité. Cette rentrée académique sonne le retour à la stabilité et un retour aussi en présentiel, voire un 100% présentiel pour la plupart des étudiants qui sont primo-arrivants, donc de bac 1. Est-ce que ça veut dire qu'on met définitivement les cours à distance à la poubelle ? Non, clairement pas. Je pense que la réflexion qui a été initiée par le Covid et ce passage à l'enseignement à distance d'urgence, elle est toujours dans toutes les têtes. Aujourd'hui, on est plus dans une logique où on s'arrête un petit peu pour réfléchir, on essaye de s'arrêter pour réfléchir et se demander en fait qu'est-ce qu'on peut garder de toute cette période Covid. Notamment cette idée de repenser nos scénarios, de repenser nos objectifs et de se reconcentrer sur ce qu'on a envie de faire avec nos étudiants, quel objectif on a envie d'atteindre avec nos étudiants. Et là, la question du numérique, elle revient en force, je pense. Et donc, clairement non, pour moi aussi, là-dessus on est assez raccord. Il faut plutôt essayer de capitaliser sur ce qui a bien fonctionné, puisque même si on était en mode très dégradé par rapport à un réel enseignement à distance, où réellement on réfléchit à ce qu'on fait, il y a quand même déjà des plus-values qui ont pu être identifiées à certains endroits, dans certains dispositifs. Et donc, il faut capitaliser là-dessus pour pouvoir continuer à développer, réfléchir, prendre le temps d'arrêt pour analyser ce qu'on a fait. Mais franchement, il y a réellement des opportunités qui ont pu émerger de cet apprentissage en mode crise. Je rajouterais peut-être que de nombreux enseignants, en fait, je remarque ça un peu dans notre pratique de conseiller péda, de nombreux enseignants, de par le Covid et de par ce passage à distance, ont osé s'engager dans des scénarios, dans des processus de réflexion auxquels ils n'avaient pas, soit pas pensé avant, soit dans lesquels ils n'oseraient pas s'engager dans un contexte classique. Et donc, comme tu le disais très bien, ils capitalisent un peu là-dessus en se disant aujourd'hui, par exemple, j'ai une banque de questions énorme, je vais prendre ces questions et je vais les utiliser dans mon scénario d'apprentissage et pas simplement dans mon scénario d'évaluation. Donc, on a quand même pas mal de choses, de matières en fait, à traiter, un peu brutes, un peu vulgaires presque, qu'on va récupérer et qu'on va essayer de réinjecter dans le scénario plus pensé, plus réfléchi en amont et qui vont nous permettre de nouveau d'atteindre des objectifs assez intéressants finalement avec nos étudiants. Et donc clairement, en fait, ici, on a pas mal d'enseignants qui ont médiatisé, créé beaucoup de contenu. Donc on a une pépite là à aller dégrossir, à raffiner, parce qu'évidemment, maintenant, on a des contenus, de la médiatisation, des ressources, reste à refaire du lien parfois, parce que c'est ça qui a manqué dans la crise, entre ces ressources, réfléchir vraiment est-ce qu'elles sont adaptées à mes objectifs d'apprentissage, et surtout c'est toute la réflexion sur comment j'amène mes apprenants à mobiliser ces ressources, à s'en saisir et à en faire des objets d'apprentissage et pas juste de consommation. Et il faut peut-être préciser quelque chose, c'est qu'on n'a pas réellement fait de l'hybridation ni de l'enseignement à distance pendant la crise. En réalité, on s'est retrouvé à faire ce qu'on pouvait et c'est souvent plutôt de l'emergency remote teaching, autrement dit un système dégradé d'enregistrement d'un cours présentiel ou simplement un face caméra avec de longs monologues, mais pas réellement un cours scénarisé, pensé et choisi pour être suivi à distance. Pour apporter quelques balises à cette scénarisation qui se dirait hybride, les services d'aide à la réussite, les SAR, les enseignants, les étudiants nous ont souligné à de nombreuses reprises le besoin de se retrouver en présentiel, d'être ensemble, de retrouver cette appartenance au groupe, des choses qui leur ont manqué finalement quand ils étaient isolés
à distance. Comment est-ce qu'on peut envisager cette téléprésence, le fait d'être présent mais à distance et quand même être engagé et en collaboration avec l'enseignant? Là, d'abord, il faut essayer de casser une espèce de croyance qui est une croyance forte de parce qu'ils sont présents assis leurs fesses dans un auditoire, ils sont cognitivement présents et ils suivent mon cours. Il suffit d'aller mettre ses yeux rapidement dans le fond d'un auditoire pour voir que si on a une bonne connexion Internet, globalement, une quantité non négligeable d'étudiants ne sont pas cognitivement connectés au cours. Et donc c'est comment plutôt réfléchir à engager les étudiants dans les dispositifs d'apprentissage, comment travailler avec eux la motivation, comment rendre ça interactif. Et clairement, on a vu que des modalités où on a vraiment des cours de type transmissif, où il faut, et on n'arrivera pas à les supprimer parce qu'on en a besoin à un moment donné de transmettre rapidement et de façon efficiente de l'information et des contenus, comment ça, on peut les transformer pour les rendre un peu plus finalement interactifs, ou comment est-ce que l'on peut utiliser le numérique, la mise à distance, des dispositifs de type classe inversée pour faire que ces moments en présence soient vraiment des présences cognitivement engagées. Et puis on peut aussi faire de la présence en étant à distance physiquement, mais en étant présent dans un temps identique sur des mêmes objets d'apprentissage, dans des mêmes interactions. Et donc on peut faire de la présence à distance. Petit exemple, j'ai eu la chance, bien avant le Covid, bien avant que ça devienne des modes et que ce soit largement répandu, de suivre un enseignement entièrement à distance. Et on avait une communauté d'apprentissage qui s'est formée autour de ce dispositif absolument importante et où on a eu de vrais échanges. Je connais à la limite mieux mes collègues de la formation à distance que j'ai suivie que les personnes avec qui j'ai passé 3 ans dans des auditoires dont finalement je ne connais pas grand-chose. Je rejoins un peu ce que tu disais, hein, cette idée de motiver les étudiants présents en classe. En fait, à distance, ils coupent simplement leur caméra et donc c'est plus visible. En fait, on voit que les étudiants s'en fichent, ouais. Ils assument. Voilà. Ils sont pas là, il n'y a pas de micro, voilà, et ils peuvent faire des choses à côté. Et donc c'est important pour l'enseignant de se reposer la question de comment les rendre actifs sur le plan cognitif. Et cette crise Covid, en fait, elle nous a permis de réfléchir à ça. Et donc tout ce qu'on a développé peut-être à distance avec nos étudiants, en se reposant finalement les bonnes questions, c'est comment aller les chercher, comment les faire agir, mais on peut se les reposer en présentiel en se disant finalement, quand ils sont devant moi en auditoire, que personne ne répond à mes sollicitations ou que je les vois en train de tapoter sur un ordinateur ou sur leur téléphone, c'est un peu comme s'ils avaient coupé leur caméra, qu'ils avaient coupé leur micro et qu'ils étaient complètement perdus. Donc, je vais aller les chercher, je vais essayer de réfléchir de nouveau en termes de scénario, mais en termes d'activité, à ce que je vais pouvoir mettre en place pour les réinvestir dans leur phase d'apprentissage. Il y a vraiment une réflexion à mener sur les dispositifs un peu mastodontes où on se retrouve dans des auditoires de 400, 600, c'est-à-dire je délivre mon discours et en fait il y a une croyance qu'effectivement il y a une interaction, mais dans ce genre de cours, vu la quantité, vu le monde qu'il y a, en fait les interactions sont soit très très codées, soit très très peu existantes. Et c'est là où c'est vraiment particulier. Alors on a la chance aussi, puisqu'on a parlé pas mal d'hybrides, d'enseignement à distance, mais de pouvoir se dire qu'on peut aussi utiliser les outils numériques dans des dispositifs de type grand auditoire pour justement pouvoir individualiser, récolter certaines informations, engager personnellement chacun. Et donc on a des dispositifs de télévoting, etc., qui permettent justement de mettre finalement et de co-construire le cours, même avec des grands groupes. Et ça, on les avait avant la crise. On a eu la crise, mais on a encore un large potentiel de développement pour vraiment utiliser ces outils au service des apprentissages avec les étudiants en classe. C'est compliqué parce qu'en fait, la posture de l'enseignant glisse un petit peu entre le maître instruit, celui qui possède en fait le savoir et qui l'organise, qui le distribue. Mais avec cette nouvelle modalité, avec cette manière de rendre l'étudiant en fait actif, il glisse vers, je ne vais pas dire le coach parce que ce serait peut-être un peu caricatural, mais vers le formateur qui accompagne l'étudiant dans son apprentissage. Et ça, c'est une posture qui est très difficile à prendre pour bon nombre d'enseignants parce qu'elle casse un peu les codes et l'image peut-être un peu désuète. On pourrait avoir de l'enseignement supérieur, un auditoire, quelqu'un sur une estrade, une position autobus, tout le monde écoute la parole de celui qui la maîtrise et qui la possède. Ici, non, on doit pouvoir animer le groupe, donc on doit pouvoir sentir le groupe, on doit pouvoir interagir. On doit aussi avoir cette capacité à ne pas être certain toujours de tout ce qui va se dérouler et de laisser la place aussi à l'apprenant d'entrer dans notre dispositif. Tout ça, en fait, c'est des choses qui doivent être discutées, être débattues et les enseignants doivent se sentir préparés à ça. Et donc, c'est important, finalement, ici, en tant que nous, conseillers pédagogiques, de les accompagner aussi dans cette logique, dans cette transition
au niveau de la posture, en fait, tout simplement de l'enseignant au sein de sa classe. Et tu l'as très bien dit, en fait, la crise Covid a permis d'accélérer une transition, mais une transition qui était déjà là dans l'enseignement, alors qui s'est faite très récemment dans l'enseignement obligatoire. On a une transition vers le numérique qui se fait dans le cadre de tous les travaux du pacte d'excellence. Et puis on voit maintenant que les établissements d'enseignement supérieur sont en train de capitaliser malgré tout d'une certaine façon, même s'il y a eu du rejet, même si ça a été bousculant pour certains, sur la crise, qui a ouvert les yeux sur la nécessité de passer à d'autres méthodes d'apprentissage peut-être, et de faire cette transition numérique, de se saisir du numérique, y compris dans l'enseignement supérieur, avec du coup une position très inconfortable pour les formateurs en haute école, à l'université, pour l'ensemble du corps professoral, qui est de se dire, là je vais en fait changer un petit peu de métier. Et ça nécessite de nouvelles compétences, c'est de sortir de sa zone de confort. Et effectivement, ce sont de nouvelles compétences. Scénariser des dispositifs avec du multimédia, c'est autre chose que de créer simplement un dispositif de cours plus classique. Ça nécessite de nouvelles compétences, c'est inconfortable parce que on est en apprentissage. Et donc là, il y a tout un mécanisme, tout un rôle d'accompagnement vraiment très très important pour accompagner les enseignants de là où ils sont vers les nouvelles postures que les technologies, que même le public qui change, les amène à apprendre. Tu remarqueras qu'on n'a toujours pas parlé d'outils. Non. On est toujours dans la scénarisation. Oui, c'est très bien. On a réussi à bannir les technocentrismes, rien que... Voilà. Mais c'est très bien. Et c'est là qu'on peut se dire que les enseignants et les étudiants ne sont pas encore tout à fait prêts et qu'il y a un appui et un accompagnement pédagogique qui est vraiment nécessaire, que ce soit autant sur la réflexion pédagogique du dispositif qu'on va vouloir déployer et développer, mais aussi sur les compétences numériques qu'on doit mobiliser pour pouvoir le suivre. Et là, effectivement, il faut bien penser, lorsqu'on scénarise un dispositif d'apprentissage avec des outils numériques, en amont, avec le choix des outils, en essayant d'ailleurs de les limiter au strict minimum nécessaire, mais en prenant en compte le fait que pour entrer dans le dispositif que je propose avec des outils numériques, je dois m'assurer que les compétences numériques nécessaires des apprenants soient suffisantes que pour rentrer dans les apprentissages. Et ça, c'est vraiment un élément clé parce qu'on a tendance totalement à l'occulter. Il y a le mythe de la fameuse génération des digital natives, qui est un mythe extrêmement couru, mais qui fondamentalement n'est pas vrai. On a une génération de consommateurs, mais pas de producteurs de contenu et avec un manque d'esprit critique assez énorme. Ça rejoint en fait tout le paradoxe de l'accessibilité du numérique qui vise, comme je le disais, qui vise en fait à rendre accessible toute une série d'informations, toute une série de données, mais qui crée aussi en fait une rupture entre les gens qui sont capables de l'utiliser et ceux qui la consomment simplement. Donc aujourd'hui, comme le dit Ludovic, je pense que presque tout le monde consomme du numérique, que ce soit via tablette, téléphone, internet et autres. Mais l'enseignement a besoin de plus qu'une simple consommation en fait, de cet outil numérique. Il faut qu'on apprenne à les utiliser au mieux, à les intégrer dans nos scénarios, à mettre l'étudiant en action par rapport à ces outils numériques. Et ça permet peut-être aussi de clarifier une crainte, parce qu'on a un effet de la crise qui a un rejet de certains enseignants totalement du numérique, j'en veux plus, je ne veux pas le voir. Et ça, c'est peut-être une crainte qui naît justement de deux points. C'est la difficulté de certains apprenants à accéder à certains contenus, à rentrer dans certains dispositifs. Et j'ai oublié ma deuxième idée. Puis, tout simplement de se dire que quand tu as créé un dispositif en ligne, quand tu as utilisé Moodle, quand tu as utilisé la vidéo, et qu'en fait pour quelques erreurs techniques, tu te rends compte que tu perds tout ou partie de ta production ou des gains de ta production, c'est assez chronophage en fait le numérique. Et donc c'est comme tout scénario, quand tu t'y engages, tu t'attends à des résultats et tu es rapidement déçu en fait si à un moment donné tu perds ces résultats. Donc là peut-être que la formation technique à l'outil, elle est indispensable. Par rapport aux outils numériques, pendant le confinement, on a eu beaucoup de choix et puis il a fallu se positionner. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette diversité de choix au niveau des outils numériques ? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de choix et surtout, on a vu arriver très rapidement toute une série d'offres nouvelles de matériel et de solutions techniques. La difficulté, c'est qu'il a manqué pour pas mal d'institutions, pour pas mal de dispositifs, d'un recul critique sur réellement qu'est-ce que technopédagogiquement ça permet de faire. Quelle est la fonction remplie par l'outil? Et on a vu dans un premier temps un premier mouvement qui était vraiment une course à une diversité d'outils absolument dingue, ce qui a perdu les apprenants dans bien des cas. Et donc, il a fallu souvent faire un mouvement retour
en réanalysant les outils choisis, en repositionnant des outils institutionnels pour qu'il n'y ait plus qu'une seule porte d'entrée, pour éviter de perdre nos apprenants. Et ça, c'est un mouvement qui demande quand même d'avoir un certain nombre de compétences, et c'est ce qui différencie fondamentalement ce qui s'est passé pendant la crise, où finalement on a demandé à tout le monde d'être compétent, sans avoir les tenants, aboutissants, cadres théoriques, références, pour pouvoir vraiment faire une vraie analyse des besoins. Je rajouterais que ça a effectivement perdu les étudiants, mais ça a aussi perdu finalement les enseignants et même les gens qui les accompagnaient, donc les conseillers pédagogiques, qui ont dû finalement à un moment donné s'armer de toute une série d'outils pour lesquels soit ils avaient quelques bases, soit ils n'avaient pas de base du tout. Et donc on a vraiment eu cette grosse difficulté de pouvoir couvrir l'ensemble des outils. Ce que je rajouterais par rapport à ce que dit Ludovic, c'est vraiment cette idée de... Aujourd'hui, on a des outils qu'on avait déjà, je répète, on avait déjà avant la crise, des outils qui étaient déjà assez bien foutus, qui fonctionnaient pas mal, mais pour lesquels on n'utilisait pas effectivement toutes les fonctionnalités. Et donc aujourd'hui, on redécouvre un peu ces outils-là. Et comme on repart de cette question de scénarisation, en fait, on laisse libre cours à l'imagination de l'enseignant qui dit dans mon scénario, j'aimerais mettre ceci, j'aimerais mettre cela. Et puis en fin de course, on réfléchit aux outils qu'on a à notre disposition et on essaye de les mettre en place. Et je le redis, je pense que des outils comme Moodle, par exemple, aujourd'hui, sont des outils qui avaient mauvaise presse sans doute un peu avant la crise. Aujourd'hui, ils fonctionnent et on redécouvre toute une série de fonctionnalités qu'on peut déployer dans nos scénarios pédagogiques. Et tu as dit quelque chose de très important, c'est effectivement l'instrumentation. L'outil, il vient après les intentions pédagogiques, après les choix. Et c'est vraiment là où on a fait souvent les erreurs de débutants avec la crise, c'est de choisir un outil et de se retrouver parfois bloqué avec ses possibilités pédagogiques. Et donc c'est vraiment super important de se dire, je prends mes intentions pédagogiques, je développe mon scénario, et puis je réfléchis, une fois que j'ai les premiers éléments, à comment je vais instrumenter, outiller ces dispositifs d'apprentissage. Et puis là, du coup, pendant la crise, on a vu l'émergence, à côté des conseillers pédagogiques un peu plus classiques, de ce qu'on a appelé et ce qui s'appelle les conseillers technopédagogiques. Et donc, on a tout un nouveau champ d'expertise qui, subitement, arrive en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans. On sent bien dans vos discours et dans votre réflexion pédagogique que vous apportez aujourd'hui le besoin et la nécessité d'un accompagnement pédagogique, d'une réflexion autour des outils numériques, du comment, la scénarisation et du pourquoi, quel est mon objectif pédagogique. Je pense vraiment que le rôle du conseiller pédagogique dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment d'accompagner l'enseignant dans ses démarches. Et donc on l'a connu ici pendant le Covid, mais on le retrouve ici en post-Covid. L'enseignant vient déjà avec pas mal d'idées. Il vient avec un début de scénario, il vient avec quelques objectifs. Il vient souvent aussi avec des outils qu'on a presque envie en début de discussion de repousser en fait dans la fin de la réflexion. Et finalement, notre rôle de conseiller pédagogique, c'est de permettre à l'enseignant de se reposer pas mal de questions. Donc, on va l'interroger sur ses objectifs pédagogiques, que veut-il réellement faire avec ses étudiants. On va s'interroger sur son contexte, avec combien d'étudiants est-ce qu'il travaille, dans quel lieu, quels sont le contexte temporel par exemple de son scénario. Et puis on va l'amener en fait en lui posant des questions à pas réfléchir à son scénario, mais en tout cas à se reposer ces questions-là pour ensuite l'aider, l'accompagner avec nos compétences cette fois-ci plus technopédagogiques en lui disant tiens voilà, tel type d'outil pourrait fonctionner, te permettrait d'atteindre tel type d'objectif. Ce qui est vraiment important, on l'a déjà dit plusieurs fois ici dans cet entretien, c'est que la partie outil, elle arrive finalement à la fin. Un petit exemple peut-être pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, on le coupera peut-être au montage, le petit exemple pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si on se questionnait, je recommence, j'ai mon exemple en tête mais j'arrive pas à le formuler. Je vais vous le dire en vrai, on verra ce que ça donne. Donc, un exemple un peu concret, c'est comme s'il y a quelques années, l'enseignant s'interrogeait sur la manière dont il allait photocopier ses feuilles, la manière dont il allait construire en fait ses supports avant même de penser à ses objectifs. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais dans un contexte un peu plus hybridé. On pense le scénario, on pense les objectifs, on pense l'évaluation, et puis après on se pose la question des outils qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et là, tu es sur une clé finalement qui reste une clé valable, peu importe comment on développe son dispositif, qui est la cohérence pédagogique et l'alignement entre effectivement les objectifs, les moyens et l'évaluation qu'on va essayer d'avoir par rapport à ces objectifs. Avec une difficulté peut-être encore un peu particulière dans l'ensemble, c'est qu'on doit aussi pas mal aider les enseignants à comprendre qu'il y a des choses qui passent bien dans certains formats, à distance, en hybride peut-être, et puis il y a des choses qui ne s'adapteront jamais ou s'adapteront très difficilement à une mise à distance, parce que simplement, voilà, moi dans mon cas, mais c'est ton cas aussi Renaud, on a pas mal de formations qui sont des formations professionnalisantes avec des gestes techniques, et donc l'apprentissage des gestes techniques, ça demande un certain exercice, l'accès à un certain matériel,
et la virtualisation de ce genre d'apprentissage, c'est pas là où on va avoir une plus-value, clairement. Justement, par rapport à vos réflexions, on a interrogé sur les réseaux sociaux les enseignants et les étudiants sur cette question du « tiens, les cours à distance à la poubelle » ou est-ce que revenir en présentiel, c'est pas revenir à des pratiques pédagogiques dépassées. Et on a eu Mélodie sur Instagram qui nous dit, c'est une étudiante, « Parfois, ça fait quand même du bien d'avoir une journée à distance, mais pas pour les cours à option. » Vous en pensez quoi ? Je pense vraiment que pour l'étudiant et pour l'enseignant, à minima, il faut se poser cette question de se dire, tiens, si je rassemble autant de gens, si je les fais se déplacer dans un lieu défini, en présentiel, est-ce que ça a une plus-value ? Ou plutôt, quelle est la plus-value en fait d'amener tous ces gens au même endroit, dans une même pièce, avec un formateur, un enseignant qui anime tout ou partie de son cours ? En partant de cette question-là, on peut déjà se dire, oui, si les étudiants font l'effort de se déplacer, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'idée, c'est qu'on doit évidemment encourager, je pense, cette idée de vivre les choses ensemble au même endroit. Mais si les étudiants prennent le temps de se déplacer, on doit essayer de leur proposer aussi quelque chose, d'une manière ou d'une autre, qui va apporter une plus-value à l'apprentissage, à l'enseignement qu'on va proposer. Tu me fais penser à une des citations de Carré qui dit « On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres ». Et donc c'est vraiment cette notion de à quel moment le collectif va venir soutenir mon apprentissage, à quel moment effectivement c'est réellement utile d'être collectivement présent physiquement au même endroit, et comment on peut aussi être présent en même temps, à distance, mais sur les mêmes objets, les mêmes thématiques. Et donc c'est tout ça qui sont les petits paramètres sur lesquels on peut jouer. Puis on peut aussi ouvrir le champ des possibles avec des dispositifs de type iFlex où on laisse, selon les choix de l'étudiant, la modalité qui est la plus adaptée à son profil d'apprentissage, et on va pouvoir amener en fait finalement pas mal de différenciation, avec une différenciation là réellement sur les espaces et le temps, ce qui était très compliqué à faire avant d'amener des technologies dans l'équation. Quoi qu'il arrive, en fait, le scénario pédagogique, il s'intègre dans un contexte. Et effectivement, si le contexte nous permet de laisser la possibilité à l'étudiant de venir moins souvent en présentiel ou, comme tu le disais très bien, d'avoir accès à certains exercices en asynchrone qui lui permettent d'avancer à son rythme, si ça colle avec le scénario et que le contexte institutionnel le permet, ce serait dommage de s'en priver avec les outils qu'on a découverts aujourd'hui. Oui, c'est vraiment intéressant et ça rejoint la réflexion de Dorothée qui nous dit « L'hybridation permet tant à l'étudiant qu'à l'enseignant une plus grande flexibilité ». Peut-être une dernière remarque et une dernière intervention de Franck qui nous dit ceci. L'hybridation n'est-elle pas devenue une quasi-obligation vu les grandes modifications des contextes de vie, de lits d'étudiants ? Offrir la possibilité de revoir les cours, quand ils peuvent y consacrer du temps, parfois cela me semble nécessaire. Et effectivement, on a des populations qui arrivent dans nos formations, qui sont à la base des formations initiales, après un premier parcours professionnel ou avec des projets de réorientation, souvent avec des dispositifs qui sont pensés pour des étudiants de première génération qui arrivent, ont 8 heures à consacrer par jour à leurs apprentissages. Et donc ici, on sent bien quand même que nos populations changent, que les besoins de reconversion, de changement, d'orientation professionnelle, on a toute une série d'adultes en reprise d'études qui nous arrivent et que pouvoir leur proposer selon d'autres modalités en jouant sur les outils et en réfléchissant en amont vraiment le comment on va leur permettre d'accéder aux apprentissages, permet d'imaginer toute une série de nouveaux publics qui ne pourraient pas, a priori, être ceux concernés par les formations initiales en haute école. Je te rejoins, en fait. Je trouve vraiment que le rapport aux études, le rapport au savoir, le rapport à l'enseignement, le rapport à l'école, peut-être même le rapport au travail de manière générale est en train de changer. Et ce serait bien malheureux que l'institution ou l'enseignement supérieur ici ne puisse à minima pas s'y intéresser. Et donc l'idée de développer l'enseignement hybride, c'est indispensable parce qu'on ne peut pas être en décalage complet par rapport à cette idée. Et puis comme je le disais, ce serait dommage de s'en priver. Aujourd'hui, on a la possibilité d'enrichir nos scénarios pédagogiques en y ajoutant toute une forme liée au numérique. Et donc de pouvoir travailler sur la flexibilité des apprentissages, de pouvoir permettre à l'étudiant de travailler à son rythme, de pouvoir gagner en confort de temps en temps en se disant de chez moi, je peux assister ou je peux participer ou je peux construire certains concepts. Ce serait, je pense, ridicule de s'en priver. Et là, c'est vrai que, en fait, ce qu'on doit imaginer, c'est que dans les environnements et dans les outils qu'on met à disposition des enseignants,
c'est pas l'outil qui doit être déterminant. On l'a déjà bien dit dans plusieurs de nos interventions, mais c'est plutôt de dire, en fait, on crée un cadre où on va pouvoir supporter le plus possible d'ambition et de modalités pédagogiques. Et donc, on ouvre encore un peu plus le champ des possibles et il faut éviter du coup d'avoir l'effet un peu rebond, qui est une approche technocentrée où on se centre d'abord sur la technologie et on s'enferme dedans. Et là, c'est pas à ça que ça sert. Je vous remercie Simon et Ludovic pour la qualité des échanges et le partage des réflexions pédagogiques que nous avons pu avoir ensemble. On se retrouve autour d'un repas pour continuer à partager et je vous dis à très vite. Pour une prochaine capsule, on traitera des jeux vidéo dans un nouveau lieu, un lieu tout à fait inédit et je vous dis à bientôt. Les cours à distance. Comment il l'a mis dedans gentiment. Ah, t'es pas sympa. Sorry. J'ai envie de te dire, vas-y, reprends les cours à distance. Oui. C'est parti, ça marche bien. Ça, c'était le côté technique dont j'avais pas pensé. Change tes cartes. Ce que tu m'as dit m'a fait penser à un truc que j'avais envie d'ajouter, mais je ne sais plus sur quelle question. Je ne sais pas comment on pourra la refaire. Mais je pense qu'il y a 2-3 questions que je vais relancer. Elle va nous les refaire. On va aller peut-être jusqu'au bout des réflexions et puis on reprendra dès le début, une deuxième fois, si ça va. En tout cas, je perds mes idées. Là, il faut que je recommence le truc. Ouais, j'ai perdu mes idées, je suis en train de dire. Pas grave. J'en étais où? Ouais, donc l'idée de développer, donc je recommence. Reprends, ouais. Je vous remercie pour la qualité de vos réflexions et des échanges. On se retrouvera pour une deuxième capsule dans un autre lieu. On parlera du jeu vidéo, mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Tu la referais pas en faisant une face cam? Si, je me suis demandé si je devais me tourner. Il fallait que je me tourne. Et annonce que on se retrouve devant le repas et tout le bazar. Ok. Et après, tu te retournes pour faire ton intro. Parce qu'en plus, a priori, on j'ai sera voulu pas là. faire. Je sais. C'est ça. J'ai voulu me retourner puis elle va j'étais. avoir du mal à monter ça. Non.